Salam alaikum, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, s'il vous plaît, avant de commencer, j'aimerais bien avoir une petite confirmation dans le chat. Est-ce que vous arrivez à me recevoir ou pas? Bonsoir madame. Oui, oui, je vous retiens. Maintenant, les autres, je ne sais pas. À eux de confirmer également. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Donc, puisqu'il y a déjà quelqu'un qui arrive à me recevoir, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème technique et que nous pouvons commencer notre webinaire sur le management QHSE. L'objectif de cette séance d'aujourd'hui, c'est de vous donner dans un laps de temps le maximum d'informations pour comprendre et pour initier le management QHSE. Alors, premièrement, je vous remercie énormément de vous être connecté au temps et aussi de votre intérêt que vous manifestez à ce webinaire sur le management QHSE. Je passe directement, donc pour ne pas non plus perdre du temps à notre présentation. Je vais commencer brièvement, vous présenter déjà le cabinet qui vous propose ce webinaire de ce soir. C'est Ambetus Engineering. Donc, c'est un bureau d'études techniques et aussi dans le domaine du management QHSE, la qualité, la sécurité, l'environnement, l'hygiène. Et spécifiquement, on opère et on intervient dans tout ce qui est études d'impact environnemental, tout ce qui est mise en place de systèmes de management, que ce soit qualité, sécurité, environnement, l'accompagnement à la certification et tout ce qui est autour, en tout cas, du KHSE. Donc, c'est notre vocation et ce sont nos principales activités, en plus, bien sûr, des formations professionnelles dans voilà les domaines que je viens de vous mentionner. Alors sinon, s'il vous plaît, les objectifs de notre webinaire, bien sûr, 2 heures, ils ne sont pas assez suffisantes pour creuser profondément le sujet du PHSE, mais quand même, donc, on va voir l'essentiel, on va faire une initiation et on va parler des bases du management QHSE. On va aussi effleurer et connaître les normes ISO 9001, 14001, 45001 et on va parler également euh, c'est quoi un système intégré QSE ou bien QHSE. On va parler aussi des avantages d'un système intégré. Si je fais la comparaison, par exemple, entre une simple démarche QSE et une démarche système intégré QSE, donc c'est quoi déjà la première approche, c'est quoi la deuxième approche, et puis on va faire une petite comparaison entre les deux pour en faire sortir les avantages. C'est aussi, donc le webinaire est aussi ouvert pour les échanges et pour vos retours d'expérience et également pour vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Euh, je préfère que ce soit dans le chat pour juste gagner du temps. Et au fur et à mesure, je vous répondrai tout au long du webinaire sur les questions que vous pouvez voilà, poser à propos du sujet de notre webinaire de ce soir. Alors, je vais commencer d'abord par un peu de vocabulaire et quelques notions de base pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le QHSE, le KISE et toutes les notions qui vont autour. Alors déjà, nous avons la toute première notion, bien sûr, euh, à définir, c'est déjà euh, à quoi, ou bien plutôt en quoi renvers l'acronyme QHSE. Alors, le QHSE, c'est la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Alors, quand je parle de la qualité, ça veut dire toutes les bonnes pratiques, toutes les activités, toutes les actions qui vont permettre à un organisme de concevoir un produit de bonne qualité ou bien de faire un service de bonne qualité. Alors, la qualité, c'est un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un produit ou bien d'un service qui vont permettre de dire, voilà, donc ce produit ou bien ce service est qualitatif. Alors, quand je parle du management de la qualité, ça veut dire, ça renvoie directement à la notion de l'organisation interne et la mobilisation interne de toutes les ressources, de toutes les compétences et les connaissances de l'organisme en faveur de la qualité. Donc, le Q, c'est donc la qualité.
le H, ça renvoie, pardon, à la question de l'hygiène, si je parle, parce il y a un petit débat là-dessus. Donc, il y en a ceux qui considèrent le H comme, voilà, comme health, ça veut dire en anglais la santé. Donc, puisqu'on parle de la santé et la sécurité, donc l'hygiène, le H, ça peut représenter la santé, ça veut dire health, si je parle en anglais. Sinon, en français, ça peut renvoyer aussi à la question de l'hygiène. Alors, c'est un petit débat, si vous voulez, mais en général, et pour moi personnellement, le H, ça renvoie à l'hygiène. Pourquoi? Parce que la question de la santé, elle est déjà incluse dans le S, santé et sécurité au travail. Et l'hygiène, c'est tout ce qui, voilà, concerne la propreté des locaux, la lutte contre les contaminants, contre les rongeurs, donc la désinsectisation, la dératisation, la désinfection des locaux, donc tout ce qui est autour de l'hygiène et de la propreté dans un secteur industriel ou bien autre. Donc l'hygiène, il n'est pas vraiment représenté sous forme d'une norme. Ça veut dire quand je parle de la qualité, alors je parle de l'ISO 9001. Quand je parle de la sécurité, je parle de la 45001. Quand je parle de l'environnement, alors je parle de la 14001. Mais pour le H ou bien pour l'hygiène, il n'y a pas vraiment donc une norme qui traite ça indépendamment de la discipline santé et sécurité. Alors la question de l'hygiène, on peut l'intégrer aussi dans le S, ça veut dire la santé et la sécurité au travail. Et ça peut aussi, il a aussi une intersection avec l'environnement, parce que lorsque je parle de la propreté, de l'hygiène, de la désinfection, de la désinsectisation et tout, ça peut aussi, voilà, concerner l'environnement également. Non, monsieur, donc on vient juste de commencer. C'est que on va donner quelques notions de base avant d'évoluer. Donc on vient de commencer. Donc je viens d'expliquer la qualité. L'hygiène, donc, c'est pourquoi on trouve qu'on parle parfois de l'approche QHSE et parfois vous entendez parler du QSE parce que la question de l'hygiène, parfois, on l'intègre dans la santé et la sécurité et dans l'environnement. Tout simplement, ça va dépendre du secteur d'activité. Alors, quand je parle notamment d'un secteur qui est sensible, notamment le secteur de l'alimentation, du cosmétique, je dis n'importe quoi, hein, le secteur, par exemple, de la restauration, le secteur de pharmaceutique, alors là, l'hygiène, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est vraiment donc un facteur qui est garant. Donc, alors, dans ce cas-là, on dit que l'hygiène, il peut être intégré dans le S. C'est pourquoi on trouve le QSE et le QHSE. Et bien sûr, le E, ça représente l'environnement. Alors, l'environnement, c'est la protection de l'environnement autour d'un organisme et aussi la protection de l'environnement à l'intérieur de l'organisme via le respect, par exemple, de la réglementation environnementale, via le respect des bonnes pratiques environnementales et ainsi de suite. Alors, le QHSE, en général, c'est, si vous voulez, la discipline ou bien la science qui, voilà, permet à un organisme, c'est les bonnes pratiques et c'est la démarche qui permet à un organisme de garantir à la fois un certain niveau de qualité des services et des produits qui est acceptable, mais en même temps, en protégeant la sécurité de ses employés et en respectant l'environnement et en luttant autant que possible contre la pollution. Donc, c'est une démarche qui euh, permet d'atteindre un certain niveau de qualité, mais pas au détriment, voilà, de l'environnement, ni au détriment de la santé et de la sécurité des personnes ou bien du personnel. Alors, on peut définir alors le QHSE comme étant une approche globale euh, pour maîtriser les risques, parce que quand je parle de risques, en tout cas, euh, je parle des risques, par exemple, liés à la qualité. Donc, pourquoi on va adopter une approche qualité? C'est pour augmenter le niveau de qualité à travers l'évitement, si vous voulez, des risques associés à la qualité, comme les non-conformités des produits, comme les défauts, comme par exemple toute autre problématique durant la réalisation d'un service. Donc, c'est une approche qui permet de maîtriser les risques.
les risques aussi liés, par exemple, à la sécurité. Ce sont les dangers professionnels, les accidents de travail, les incidents. Il y a aussi les risques environnementaux, ça veut dire les impacts, les aspects. On peut avoir des déversements, on peut avoir une pollution accidentelle. Et bien sûr, je peux aussi associer ça au risque hygiénique. Donc, si j'ai une contamination majeure, si j'ai par exemple un problème de contamination d'un produit alimentaire, alors tout ça, c'est grâce à l'approche QHSE. Ça nous permet d'éviter et de maîtriser les risques, de garantir la qualité, de protéger les personnes et bien sûr de protéger également l'environnement. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hygiène, elle concerne parce que l'hygiène, donc, ça représente toujours une petite ambiguïté dans la démarche QSE. Donc, je la définis au départ. Elle concerne les conditions sanitaires du milieu de travail. Il vise à prévenir les risques liés à la santé des employés parce que lorsque je parle de la propreté, de la contamination, voilà, donc tout ça, ça a une liaison directe avec le bien-être des travailleurs et des employés, avec la qualité aussi du produit, si le produit il est sensible à la contamination. Alors, on a la question de l'hygiène dorénavant, on va l'intégrer dans le S et le E, ça veut dire la santé et l'environnement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que on n'a pas vraiment une norme, on n'a pas une norme spécialisée ou bien euh, voilà une norme consacrée directement à l'hygiène en industrie. Alors sinon, toujours en restant d'abord au niveau du vocabulaire de base, la qualité, c'est l'ensemble des actions mises en place pour garantir que les produits ou bien le service répondent aux exigences des clients. Alors, toujours quand on parle et quand on aborde de la discipline ou bien de la question de la qualité, l'objectif, c'est atteindre la satisfaction des clients. Donc, c'est toute une démarche autour de la satisfaction client. Notre objectif, c'est satisfaire le client. Bien sûr, la qualité, il ne faut pas tomber dans des cas de non-qualité, mais non plus, il ne faut pas tomber dans des cas de surqualité. Donc, vous savez qu'il y a un rapport qualité-prix. Donc, la qualité, elle est toujours relative. Mais l'essentiel, c'est que nous visons, à travers une démarche qualité, à satisfaire les clients. Et la satisfaction client, ce n'est pas juste, et on va voir au niveau de la norme ISO 9001, ce n'est pas juste offrir un bon produit de bonne qualité ou bien un bon service de bonne qualité, mais c'est aussi tout ce qui est autour de ce service-là ou bien ce produit-là, notamment un service après-vente, une écoute du client, un traitement des réclamations clients, une communication, euh, voilà, la compréhension des besoins et des exigences de ses clients. Alors, on a par exemple, à travers l'ISO 9001, on ne parle pas du produit proprement dit ou bien de la qualité produit du point de vue technique ou bien du service également, mais on parle surtout de toutes les activités qui vont organiser le travail de l'organisme en question et qui vont aboutir finalement à l'augmentation de la qualité. Donc, c'est pas, on ne vous donne pas, par exemple, au niveau de la 9001, ce produit-là, il doit peser combien en poids, le dosage des ingrédients, par exemple. On ne vous donne pas donc des informations techniques, mais surtout la démarche qualité dans le cadre du management de la qualité, c'est de la gestion de la qualité et c'est l'organisation interne et la mobilisation des ressources de l'organisme pour atteindre un certain niveau de qualité grâce à tout ça. Donc, on ne se focalise pas uniquement, c'est de la qualité totale, brièvement. Donc, on parle de la qualité totale et non pas uniquement de la qualité directement liée au produit ou bien au service. Alors, la sécurité, il s'agit de la prévention des accidents, des incidents, des maladies professionnelles, la sécurité et la santé. Donc, la partie sécurité, elle représente la lutte contre les accidents. Un accident, c'est un événement, voilà, si je peux dire ça, soudain et imprévu. Et pour le côté santé, c'est surtout les maladies professionnelles qui se développent dans le milieu du travail à force, par exemple, d'être exposés voilà, à des conditions de travail non sanitaires
ou bien non salubres. Donc, en tout cas, la santé et la sécurité, ou bien le management de la santé et la sécurité, c'est une organisation interne sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan stratégique aussi, qui permet de prévenir les accidents et les incidents et de, bien sûr, garantir la santé et la sécurité de travailleurs et de respecter surtout la réglementation associée à ça. Donc, on sait que pour la santé et pour l'environnement, la santé, la sécurité et pour l'environnement, il n'y a pas juste le côté norme, mais il y a aussi des contraintes réglementaires. Il y a donc des contraintes en relation avec la conformité réglementaire selon le pays, mais en général, la sécurité et l'environnement, ce sont des disciplines qui sont fortement réglementées et surtout, la gestion et le management de la sécurité, de la santé et de l'environnement dans un milieu de travail, ça revient d'abord, et ça c'est le minimum, au respect des exigences réglementaires. Sinon, la qualité aussi, selon le secteur d'activité, donc il y a bien sûr une réglementation qui doit être respectée et ça va dépendre du pays, ça va dépendre, voilà, du secteur d'activité. Mais en général, c'est ça, l'objectif d'une démarche qualité, sécurité, environnement, c'est de garantir le respect et la conformité aux exigences auxquelles l'organisme en question est soumis. Alors sinon, quels sont alors les objectifs du QHSE? Nous avons dit tout à l'heure, pour la partie qualité, c'est assurer la satisfaction des clients par des produits et services conformes aux exigences de qualité. Alors, quand on parle des exigences de qualité, ça veut dire principalement les exigences clients. C'est quoi une exigence? C'est un besoin ou bien une attente formulée ou bien implicite des clients. Alors, un besoin ou bien une attente, ça veut dire ce que le client attend, ce que le client anticipe. Et le besoin, ça veut dire la raison déjà pourquoi ce client-là a fait appel à notre produit ou bien à notre service. Ça veut dire que ces exigences clients, ils peuvent être implicites ou bien formulées sous forme, par exemple, de cahier de charges, ou bien dans les contrats qu'on va signer entre nous, et ainsi de suite. Donc, vous avez en tout cas un ensemble d'exigences clients, vous avez les exigences réglementaires et vous avez carrément les exigences de toutes les parties intéressées pertinentes pour la qualité. Et quand je dis une partie intéressée pertinente, ça veut dire toute autre entité interne ou bien externe qui peut jouer un rôle dans la chaîne de production de produits ou bien la chaîne de réalisation de services et qui peut avoir un impact sur la qualité. Donc, il y a la satisfaction client, il y a la satisfaction de toutes les exigences qualité. Ça, c'est pour le Q, la qualité. Pour le S, donc nous avons dit que ça revient à la question de la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et la réduction des risques professionnels, donc tout ce qui est accident, incident, garantir les conditions d'hygiène qui sont adéquates pour éviter toute contamination ou bien insalubrité pour le produit ou bien aussi bien que pour le personnel et les professionnels, réduire l'impact environnemental des activités et maîtriser les pollutions, par exemple, avoir une bonne gestion de déchets internes, en interne, le tri sélectif des déchets, l'étiquetage, avoir un registre interne pour le suivi et la traçabilité des déchets, le respect de la réglementation, euh, la maîtrise de la consommation, par exemple, énergétique, l'efficacité énergétique, la consommation de l'électricité, la consommation des ressources naturelles, de l'eau. Alors, ça, c'est pour l'aspect environnement. L'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure également, c'est se conformer aux exigences légales, bien que, voilà. Alors là, je vous parle du QHSE en général. Donc, le QHSE, c'est pas juste une démarche qui va être forcément faite à travers les normes ISO, parce qu'on va revenir par la suite, on va rebondir
vers ça. Mais avant de parler déjà des normes ISO, la question du QHSE est là, elle est liée déjà aux autres exigences et obligations de conformité comme la réglementation. Donc, même si, par exemple, moi, mon organisme, et je dis organisme, donc ça peut être n'importe quel type d'organisme et dans n'importe quel secteur. Alors, quand je parle, moi, par exemple, si je gère une entreprise industrielle, je peux avoir ma propre démarche QHSE pour manager la qualité, la sécurité et l'environnement sans faire appel aux normes ISO. Donc, quand on parle de normes ISO, je parle d'une approche qui est volontaire, mais je peux avoir ma propre démarche qui me permet en interne d'élaborer ma propre politique QSE, de me conformer aux exigences normatives, aux exigences légales de mon pays et de mon secteur d'activité. Mais si je veux aller plus loin et être certifié et donner une bonne image et avoir une bonne gestion qui me facilite un petit peu la vie, entre parenthèses, je peux appeler les normes ISO pour m'aider, pour me guider dans cette démarche. Alors, l'objectif, c'est de se conformer aux exigences légales, améliorer continuellement la performance globale de l'organisation. Alors, ces objectifs du QHSE, maintenant, si jamais j'ai décidé de d'évoluer vers une certification ISO qualité, sécurité et environnement, alors dans ce cas, je suis obligée de respecter les exigences des trois normes 9001, 14001, 45001. Pardon, si je n'ai pas vraiment cette volonté, je ne vois pas l'intérêt de la certification pour mon organisme ou bien j'ai pas les moyens, par exemple, alors je peux avoir ma propre démarche interne QHSE et je ne suis pas obligée d'opter pour les normes. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est pour vous dire que le QHSE, c'est en général un management de la qualité, la sécurité, l'environnement et l'hygiène. Mais quand je parle des normes ISO, alors c'est une méthode formalisée, normalisée, standard, certifiée, qui me permet d'avoir un bon système de gestion QHSE et qui va bien sûr respecter certaines exigences et certaines règles. Donc les normes ISO ou bien les démarches ISO, c'est une démarche qui est volontaire et qui n'est pas obligatoire. D'accord? Sinon, s'il vous plaît, quand je parle de la qualité spécifiquement, on a sept grands principes à respecter. Donc, on a les sept grands principes de management de la qualité. Ça veut dire que l'ISO nous a donné sept facteurs garants de réussite de notre démarche qualité. D'accord? Le premier facteur garant ou bien le premier principe, c'est l'orientation client. Et c'est logique et c'est normal. Donc, puisqu'on parle de la satisfaction client comme objectif euh, central de la démarche qualité, alors la première chose, c'est de s'orienter vers le client et d'écouter le client. C'est pourquoi, notamment, on trouve dans les organismes qu'on a notamment, on fait des enquêtes de satisfaction client, on fait par exemple des études de marché, un système pour traiter les réclamations. Il y a des organismes qui font notamment la prestation de ce service pour les je dirais, les centres d'appel, par exemple, pour répondre à la clientèle, être à disposition, donner un bon service après-vente, donner des conseils. Alors, c'est de l'orientation client qui permet à un organisme de mieux comprendre ses clients et par la suite de mieux répondre aux besoins de ses clients. Le deuxième principe, c'est le leadership. Alors, le leadership, c'est en quelques mots, ou bien en quelques termes, la responsabilité de la direction. Donc, la responsabilité de la direction, ça veut dire, la direction, c'est le plus haut niveau de l'organisme. C'est là où on prend les grandes décisions stratégiques, on fait la définition et l'orientation et de la stratégie à long terme de l'organisme. Alors, on a le leadership, c'est le fait d'avoir un engagement total du plus haut niveau des dirigeants de l'organisme, parce que sinon, je ne peux pas avoir une démarche réussie si je n'ai pas déjà les responsables qui sont engagés et qui sont impliqués dans la démarche. Et pour chapeauter et pour orchestrer
toute la démarche qualité. Donc, le leadership, c'est euh, bien sûr une définition de la politique qualité, c'est la définition de la stratégie qualité, c'est la définition des grands objectifs, c'est la fourniture aussi des ressources nécessaires. Et d'ailleurs, au niveau des normisons, on va trouver le leadership représenté par tout un chapitre. C'est le chapitre 5, leadership. Alors, ce leadership-là, il va nous permettre d'avoir une meilleure implication du personnel. Donc, quand je dis implication du personnel et leadership, ça nous donne clairement une idée sur le fait que la démarche qualité, ça va être une démarche de participation globale. Alors, l'organisme à tous ces niveaux est mobilisé, il va participer à la démarche qualité. Donc, on a un top management impliqué et on a aussi un personnel impliqué. Et on ne peut pas avoir un personnel impliqué sans un leadership qui est bien impliqué. Donc l'implication du personnel déjà, euh, c'est mobiliser tout le monde pour que on ait les mêmes objectifs et la même orientation. On travaille tous et toutes pour atteindre le même objectif. Et bien sûr, l'implication du personnel, elle est garantie par une bonne communication, par une incitation à la participation, par une motivation du personnel, par la fourniture d'un climat de confiance, d'un climat d'échange, des bonnes conditions de travail. Et on voit ici l'intersection avec la sécurité et la santé et l'hygiène également. Donc, pour avoir une bonne implication de personnel, généralement, il faut fournir les bonnes conditions de travail, protéger le personnel, protéger leur santé, leur sécurité. Sinon, le quatrième principe de management de la qualité, c'est l'approche processus. Alors, tout ça, ça suit une logique bien déterminée. Pour avoir une démarche qualité qui est réussite, on doit poser la question sur le quoi, qu'est-ce qu'on cherche. Alors, on cherche la satisfaction client. Alors, comment atteindre cette satisfaction client? C'est en s'orientant vers le client et en écoutant le client. Comment atteindre cette satisfaction client? C'est en ayant un bon engagement de la direction qui connaît, qui comprend qu'il faut investir pour mettre en place le système et pour améliorer le système. Comment atteindre la satisfaction client? C'est en mobilisant et en impliquant le personnel qui est une partie intéressée interne et importante parce que c'est le personnel de l'organisme et les travailleurs qui exécutent les activités opérationnelles pour produire les produits ou bien pour fournir les services. Et puis, une autre question qui se pose sur l'organisation. Comment on va s'organiser? Alors, l'approche processus, il va répondre à cette question-là. Oui, exactement. Avoir une bonne culture qualité, donc ça c'est un facteur garant. Et les interactions entre les processus. Déjà avant les interactions, il faut déjà définir les processus. Donc il faut diviser l'organisme en processus. Ça veut dire chaque processus c'est un ensemble d'activités corrélés en interaction qui vont consommer des éléments d'entrée pour générer des éléments de sortie. Alors, par exemple, je parle du processus notamment, euh, je dis n'importe quoi, donc le processus planification, par exemple. Donc, la planification, ces activités, c'est d'élaborer les plans d'action stratégiques, d'élaborer les plans d'action qualité et tout. Alors, on a besoin d'éléments d'entrée comme les données sur les enjeux internes, sur les enjeux externes, les exigences clients, les exigences des autres parties intéressées. Et puis, comme élément de sortie, on va livrer un plan d'action, une politique qualité, et ainsi de suite. Donc, l'approche processus, c'est le fait de cartographier l'organisme et de schématiser l'organisme sous forme d'un ensemble de processus qui permettent de piloter l'organisme. Donc, il y a les processus de pilotage pour piloter, organiser, euh, faire le management. On a les processus opérationnels pour réaliser les activités opérationnelles et on a les processus de support qui vont fournir les besoins, les ressources nécessaires pour que le système soit efficace.
Alors, vous avez l'approche processus. Et puis, vous avez le cinquième principe, c'est de l'amélioration continue. Alors, la qualité, la sécurité, l'environnement, ce n'est pas juste question de se conformer à l'instant T0, mais c'est aussi question de garantir la continuité de cette conformité. Si je veux dire, par exemple, moi, par exemple, je suis cliente et je vais commander un produit chez une entreprise. Alors, si cette entreprise me livre un produit de bonne qualité, ça veut dire que ce produit que j'ai reçu, il est de bonne qualité. Mais si cette entreprise, il me montre, euh, voilà, ses activités internes et son approche interne à fournir des produits de bonne qualité à long terme et d'une façon continue, j'aurai plus de confiance. Donc, c'est de l'assurance qualité. Et l'assurance qualité, il doit, ou bien plutôt, il est assuré à travers une amélioration continue. Ça veut dire qu'on corrige les anomalies, qu'on corrige les non-conformités, qu'on va mettre en place des actions correctives, des actions préventives, des actions d'amélioration dans l'objectif de rester toujours voilà, conforme aux exigences à long terme et pas seulement à un instant T. Oui, donc on parle de l'optimisation en permanence des processus, pardon, services et produits. Donc c'est de l'amélioration continue pour les produits, pour les services et pour les processus en général. Et la revue de direction, monsieur, oui, ça fait partie également des moyens d'abord d'évaluation et puis d'amélioration continue. Alors, les deux chapitres des normes ISO, le chapitre 9, le chapitre 10, ce sont des chapitres qui s'inscrivent dans cette optique-là. L'objectif, c'est de détecter toute anomalie, toute déviation, toute non-conformité afin d'améliorer la situation. Ça veut dire de trouver voilà, je dirais, euh, des actions d'amélioration qui permettent de rester toujours, voilà, en progression par rapport à une situation de départ. Sinon, le principe suivant, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Alors, la prise de décision fondée sur des preuves, c'est que les décisions qu'on va prendre dans l'organisme, ils doivent être fondées sur des éléments réels, des données tangibles. C'est pourquoi, par exemple, on utilise les indicateurs, on utilise un tableau de bord, on enregistre les non-conformités, on a des fiches de non-conformité, on a des données qui nous permettent de prendre les bonnes décisions. Les résultats de l'audit, par exemple, la revue, les résultats et les éléments de sortie de la revue de direction. Alors, toutes ces données, l'objectif de ces données, c'est que, en tout cas, on va collecter un ensemble d'informations réelles qui nous permettent de prendre les bonnes décisions et de justifier aussi la prise de décision. Donc, une décision bien prise, c'est une décision qui permet d'améliorer la situation. Mais si je démarre déjà avec une décision mal prise, alors ça veut dire que il va être décliné par la suite en activité, il va être décliné voilà, en approche pratique, chose qui va dévier la situation. Alors, je vais voir, j'ai quoi dans le chat? Les actions correctives, oui, exactement. Donc, ça permet de faire de l'amélioration continue. Indices de performance ou bien les indicateurs de performance, les KPI, Key Performance Indicators, donc les KPI qui permettent de refléter voilà, l'efficacité des activités et l'efficience aussi des activités. Exactement. Non, monsieur, il n'y a pas de problème de son. Je pense que c'est de votre part puisque les autres arrivent à me recevoir. Donc, sinon, la prise de décision fondée sur des preuves et puis le management des relations avec les parties intéressées. Ça veut dire on élargit un petit peu la notion client pour s'ouvrir aussi vers les autres parties intéressées, comme les fournisseurs, par exemple, avoir une approche claire et organisée pour manager et gestionner les relations avec les parties intéressées, notamment
je prends le cas des fournisseurs, une procédure de sélection des fournisseurs, d'évaluation des fournisseurs. Alors, une bonne gestion des relations avec toutes les parties intéressées pertinentes, ça permet à l'organisme de satisfaire toutes les parties pertinentes et aussi de ne pas tomber, par exemple, dans des cas de non-conformité, soit réglementaire, soit autre. Donc, on a un bon management des relations avec les parties intéressées. Il va garantir, voilà, la réussite de notre approche qualité. L'étendue du domaine d'action. Alors, l'étendue du domaine d'action, je pense que vous parlez plutôt de, voilà, je dirais, du domaine d'action, du domaine d'application de la démarche, c'est ça? Donc, le domaine d'application, il va être défini, bien sûr, à un certain moment, suivant les exigences de la norme et en reposant sur les enjeux internes, les enjeux externes de l'organisme en question. On arrivera à ce point-là par la suite. Donc, au niveau voilà, on va effleurer un petit peu les exigences de la norme. Sinon, déjà, s'il vous plaît, c'est sept grands principes de management de la qualité. Donc, c'est des principes de la qualité. Mais puisque je parle d'un système de management QHSE ou bien QSE, toute autre démarche, normalement, elle doit être faite de façon qualitative. Notamment, si je vais mettre en place un système santé et sécurité et que je veux que cette démarche soit qualitative, je vais aussi appliquer les grands principes, un bon engagement de la direction, une bonne implication du personnel, voire même consultation du personnel dans le cas de la sécurité, une approche processus maîtrisée, une amélioration continue, et ainsi de suite. Le principe qui ne va pas vraiment dans cette démarche-là, c'est l'orientation client, parce que cette fois-ci, c'est les employés internes ou bien le personnel interne qui va être la partie intéressée pertinente pour garantir leur sécurité et leur santé. Oui, l'étendue du domaine d'application. Oui, voilà, pour le management exactement des relations avec les parties intéressées. Donc, c'est par rapport à notre domaine d'action et c'est par rapport aussi à la pertinence de chacune de ces parties pour la qualité ou bien pour les autres systèmes de management. Alors, sinon, je passe, donc pour ne pas prendre trop de temps là-dessus non plus. Sinon, pour les termes clés du QHSE ou bien les notions clés du QHSE, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi quelques-unes qui vont nous permettre de mieux comprendre voilà, la démarche. Donc, on parle de non-conformité. Alors, c'est le cas de non-respect d'une exigence spécifiée, quelle que soit légale, normative ou bien interne. Alors, on sait que on parle dans le cadre des systèmes de management en général, on parle de non-conformité et de conformité. Alors, les non-conformités, c'est par rapport aux exigences soit de la norme. Alors, si ma démarche QHSE, c'est une démarche qui suit voilà, les exigences des normes ISO, 9001, 14001 et 45001, alors je dois respecter les exigences normatives des normes, ça veut dire qu'ils sont dans la norme en question. Alors, tout cas de non-respect d'une exigence, c'est une non-conformité. Mais aussi, puisque si je prends par exemple euh, la santé, la sécurité et l'environnement, puisque dedans, il y a une obligation à respecter les obligations de conformité, même si, par exemple, je prends la 45001, santé et sécurité, je ne trouve pas dedans exactement les exigences légales qu'il faut respecter. Elle ne me donne pas les lois ou bien voilà ce que je dois faire du plan légal, quoi. Mais ça me dit clairement que je dois identifier mes exigences de conformité, que ce soit mes obligations de conformité, que ce soit légal ou autre, et je dois me conformer à ces exigences. Donc, automatiquement, un cas de non-respect d'une exigence légale, c'est une non-conformité légale, mais aussi c'est une non-conformité du système puisque on l'a déjà définie à travers le système. Il y a aussi les exigences internes et les exigences
choisis par l'organisme en question. Oui, les non-conformités internes, c'est comme le règlement interne propre à l'organisme, exactement. Donc, il y a des exigences que l'organisme définit pour lui-même. Un règlement interne, que ce soit par exemple un code qui décline voilà, de notre secteur d'activité, que ce soit, mais ça reste quelque chose d'interne, notre politique interne. Donc, il y a quand même des exigences qui déclinent également de la propre volonté voilà, de l'organisme en question. Alors, les non-conformités, à travers les systèmes ISO, on va les identifier et on va les détecter, on va les traiter par la mise en place d'actions correctives. Et ça, c'est la démarche, voilà, je dirais, euh, de l'amélioration continue, quoi. Alors, excusez-moi, je vais juste désactiver la notation comme ça. Donc, sinon, euh, les actions correctives, ce sont les actions qu'on va mettre en place pour tout simplement garantir l'amélioration continue et retrouver de nouveau la conformité. Alors, si je détecte une non-conformité, alors automatiquement, je mets en place voilà, une action corrective, soit technique, soit organisationnelle, comme vous voulez, qui va nous permettre de retrouver la conformité de nouveau et éviter sa réapparition dans le futur. Sinon, vous avez un risque. Donc, on sait aujourd'hui que toutes les normes ISO, à partir de 2015, donc, il adopte une approche par les risques. Alors, le fait de détecter un risque et d'anticiper plutôt le risque, ça me permet de, d'éviter les non-conformités et aussi de garantir l'efficacité du système. Alors, le risque, c'est un effet incertain d'un événement sur les objectifs. Alors, j'ai des objectifs qualité. Par exemple, je fais pour chacun des processus une analyse de risque en énumérant toutes les conditions, tous les événements qui peuvent freiner l'atteinte des objectifs de ce processus, notamment l'AMDEC processus ou autre. Alors, ça, c'est une façon d'anticiper le risque. Pour la sécurité, donc, je fais une évaluation des dangers santé et sécurité. Pour l'environnement, je fais une évaluation des impacts environnementaux. Alors, le risque, c'est tout ce qui peut avoir des conséquences négatives sur voilà, le système, sur les objectifs et tout. Donc, on a les événements incertains, on va les anticiper pour les éviter tout simplement. Oui, action corrective et aussi action curative et action préventive également. Donc, on peut mettre en place des actions déjà quand je rencontre une non-conformité quelconque, soit qualité, soit sécurité, soit environnement. Je dois d'abord réagir sur le champ, trouver, voilà, ou bien retrouver une situation normale, supprimer les dégâts ou bien gérer la situation en main et puis définir une action corrective qui vise cette fois-ci à supprimer les causes de la non-conformité, les causes racines de la non-conformité et non pas seulement la non-conformité elle-même et pour éviter que ça se ne reproduise pas dans le futur. Et pour les actions préventives, alors on va les mettre déjà en relation avec les risques. Ça veut dire avant même d'avoir une non-conformité, on met en place des actions préventives pour éviter le risque et pour voilà, supprimer déjà les conditions d'apparition de ce risque. Il y a aussi la notion de l'audit. Alors l'audit, il va nous permettre de mesurer la conformité et l'efficacité surtout de notre démarche, soit qualité, soit sécurité, soit environnement, soit le système intégré en général. Alors l'audit, c'est quoi? C'est un processus méthodique, c'est-à-dire qu'il y a une méthode à suivre, notamment, vous pouvez faire appel à la 19011, documenté, donc ça doit être documenté, notamment on a une procédure d'audit, on a les critères d'audit, ça veut dire par rapport auxquels on réalise l'audit. Est-ce que c'est par rapport à des exigences réglementaires? Est-ce que c'est par rapport, par exemple, à la norme 9001? Donc, on a une checklist d'audit et ainsi de suite. Documenter, ça veut dire aussi un rapport d'audit qui va résumer les constatations et les conclusions de l'audit et qui va nous définir les non-conformités
par rapport aux exigences, voilà, ou bien aux critères d'audit. Alors, il permet d'évaluer la conformité et l'efficacité de notre système par rapport à des critères définis. La conformité, bien sûr, par rapport aux exigences, mais l'efficacité, c'est par rapport aux objectifs. Donc, quand je dis que ce système est efficace, ça veut dire que c'est un système qui me permet d'atteindre mes objectifs. Il peut être conforme, mais pas efficace. Donc, l'efficacité, c'est par rapport à mes propres objectifs internes que j'ai définis, par exemple, dans la politique, dans les plans d'action, dans les plans d'action opérationnels, et ainsi de suite. Alors, sinon, on a défini la notion de processus tout à l'heure. Donc, c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie sur lesquels on pose des critères. Donc, les éléments de sortie ne sont pas aléatoires. Ils doivent répondre à certains critères de qualité. Notamment quand je parle d'un processus de production. Donc, il y a de la matière première qui entre et on attend un produit. Le produit, on n'accepte pas n'importe quoi. Donc, on fait un contrôle qualité, on valide selon des critères avant que ce produit-là soit livré au client. L'indicateur, donc, c'est une donnée mesurable utilisée pour évaluer la performance d'un processus, d'un objectif ou bien d'un système. En tout cas, c'est une donnée porteuse de sens qui va nous permettre de mesurer l'efficacité et de savoir voilà à quel point notre approche, par exemple, est efficace, à quel point notre plan d'action est efficace, à quel point l'action corrective est efficace, à quel point le processus fonctionne très bien sans déviation, à quel point on est en train d'atteindre l'objectif ou bien on est mobilisé à l'atteinte des objectifs qualité. Donc, les indicateurs, ils peuvent être de toute nature selon vraiment l'objectif ou bien le risque ou bien l'action qu'on cherche à mesurer, à surveiller. Voilà donc en tout cas ces quelques notions et quelques termes de base. Il y en a beaucoup bien sûr au niveau du vocabulaire, mais juste pour gagner le temps, je vais passer maintenant aux normes ISO. Donc on a dit que le système QSE, qualité, sécurité, environnement, c'est pas forcément suivant la démarche ISO. C'est pas l'ISO qui a inventé vraiment donc ces notions-là. Donc, nous pouvons avoir notre propre système de management interne, euh, voilà, sans faire appel aux démarches ISO. Mais bien sûr, puisqu'il y a des normes internationales qui ont été déjà mises en pratique et qui ont donné de bons résultats et qui sont standards à l'international, et qui permettent d'avoir une certification en plus et avoir une bonne image de marque, c'est pourquoi, donc, les normes ISO, ça reste la meilleure voilà, méthodologie à suivre pour bâtir notre système intégré et pour l'améliorer. Alors, les normes ISO, déjà, c'est quoi? Ce sont des référentiels internationaux élaborés par l'Organisation internationale de normalisation, l'ISO, et qui définissent des exigences, des lignes directrices ou de bonnes pratiques pour garantir la qualité, la sécurité, la conformité et tout ça. D'accord? Donc, sinon, les normes ISO, ils ont une démarche standard, bien évidemment, et aussi, ils sont volontaires, donc il n'y a pas d'obligation légale, par exemple, mais quand même, il y a des contraintes externes. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais il y a des contraintes, notamment la concurrence, notamment la satisfaction des clients. Donc, il y a certains clients qui demandent ou bien qui favorisent, notamment les fournisseurs qui sont certifiés. Il y a les contraintes en relation avec l'image de marque, en relation avec... voilà, donc il y a des contraintes externes qui poussent les organismes à mettre en place des systèmes ISO et être certifiés ISO, mais il n'y a pas vraiment la notion de l'obligation, ce sont des démarches volontaires. Oui, les exigences aux clients. Donc, il y a des clients qui exigent la 9001, la 14001, la 45001. Ça va dépendre du client et de ses objectifs. Sinon, les trois normes, bien sûr, 9001, 14001, 45001, ils ont, voilà, je dirais, chacune est sanctionnée d'un certificat ou bien d'une certification. Il n'y a pas
actuellement un certificat système QSE, mais il y a un certificat pour la 9001 système de management de la qualité, la 14001 c'est pour l'environnement et la 45001 c'est pour la santé et la sécurité. Alors, le management QHSE, c'est la gestion des quatre domaines, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Alors, il faut savoir qu'il y a le management QHSE ou bien QSE, il y a le système intégré QSE. Je peux totalement, et j'ai le droit, avoir une approche de management QHSE séparée. Ça veut dire, j'ai les trois systèmes, mais de manière séparée, avec des démarches et des outils et des responsables distincts pour chaque domaine. Donc, je peux avoir un système qualité en parallèle avec un système environnement en parallèle avec un système santé et sécurité, et cela peut entraîner des redondances ou bien un manque de cohérence. Il y a bien sûr, à partir de 2015, on a commencé à parler plutôt d'un système intégré, chose qui permet aux organismes et aux entreprises d'optimiser les ressources, de supprimer les redondances et d'avoir plus de cohérence. Ça veut dire au lieu d'avoir les trois systèmes en parallèle, je vais avoir un seul système, donc c'est le même système de management dans lequel j'ai les trois volets, qualité, sécurité, environnement. D'accord? Donc je vais mobiliser moins de ressources. Je vais aussi avoir une optimisation du côté personnel, donc qui est impliqué, les responsables, par exemple, un seul responsable QSE ou bien QHSE avec son équipe de travail, c'est pas la même chose que si j'ai trois systèmes de management et je peux avoir des objectifs contradictoires et je peux avoir moins de cohérence. Alors, à partir de 2015, il y a la structure commune, unifiée, universelle de toutes les normes ISO certifiées des systèmes de management, chose qui simplifie l'intégration et qui pousse les organismes, bien sûr, à optimiser également le ressource interne. Oui, c'est l'HLS et c'est la High Level Structure qui est formalisée autour du cycle PDCA ou bien la roue de Deming, la fameuse roue de Deming, qui permet bien sûr d'avoir une amélioration continue. Alors, j'aimerais juste signaler le fait que l'ISO 9001, donc, il va être actualisé en 2026, donc il y aura une nouvelle version. Sinon, le système intégré QSE, maintenant, il fait référence à une approche unifiée des systèmes de management QSE. Donc, au lieu d'avoir trois systèmes, donc on va avoir un seul système qui regroupe les exigences des normes 9001, 14001, 45001, voire les autres normes aussi, comme l'énergie, notamment 50001, système de management de l'énergie, mais dans un seul système cohérent avec des processus et des ressources mutualisées. Alors, si je parle d'un système de management intégré, ça veut dire que on a un ensemble déjà d'exigences qui sont communes. Euh, c'est grâce à la structure HLS qu'on a des exigences communes. Ça veut dire par exemple, si je prends voilà, la structure de chacune des normes, je vais trouver que j'ai les mêmes chapitres, je vais trouver que j'ai voilà, des exigences similaires et on va faire l'effet miroir ou bien on va faire élargir, notamment si j'ai déjà le système 9001 mis en place, alors je vais élargir le système qualité pour y intégrer l'environnement et la santé et la sécurité. Donc, ça va être tout simplement euh, l'effet miroir, si vous voulez, entre les trois systèmes. Et bien sûr, il y a des particularités. Donc, je ne dis pas que c'est tout identique. Il y a des particularités pour chaque système. Par exemple, dans la 14001, on va parler de l'évaluation ou bien plutôt de l'identification et l'évaluation des impacts et des aspects environnementaux significatifs. On va parler de la gestion des situations d'urgence. On va parler de la perspective de cycle de vie, la PCV. Dans la 45001, alors il s'agit de la consultation, par exemple, du personnel au lieu d'une simple implication. On va parler de l'évaluation des dangers. On va parler aussi des situations d'urgence santé et sécurité. Alors, il y a des particularités pour chaque
pour chaque système. Notamment la 9001 dans le chapitre 8, donc on va suivre la chaîne de production ou bien la chaîne de réalisation d'un service dès voilà, la conception d'un prototype de produit ou bien la conception d'un service jusqu'à la libération de ce service ou bien de ce produit, voire même après livraison, donc les activités après livraison, le traitement des non-conformités et ainsi de suite. Alors, il y a des points de distinction et surtout, on les trouve dans le chapitre 6, planification, entre la 9001, la 14001, la 45001, on trouve des points qui sont différents, des nouveautés, si vous voulez, par rapport à la 9001 au niveau du chapitre 6, mais aussi au niveau du chapitre 8, réalisation. Mais pour le reste, je peux dire que c'est des exigences communes, chose qui simplifie l'aspect intégré. Alors, c'est une fusion et cohérence des systèmes, c'est une gestion commune et optimisée des ressources et aussi de la documentation, par exemple. On a un système documentaire géré par une procédure de maîtrise documentaire, voilà, qui suit les exigences de la 9001. Alors, tout le système documentaire va être optimisé, contrôlé, il va être aussi voilà, maîtrisé grâce à la procédure qualité de maîtrise documentaire. Par exemple, on a une amélioration continue qui est coordonnée. Ça veut dire que, voilà, donc toutes les décisions qui vont être prises, ils vont à la fois prendre en compte les objectifs qualité, les objectifs environnement et les objectifs santé et sécurité. Est-ce que l'entreprise peut s'adapter à ce système même s'il n'est pas certifié des ISO? On a le droit d'utiliser la démarche ISO malgré qu'on n'a pas encore, par exemple, une vision d'être certifié. Donc, j'ai toujours le droit d'utiliser la démarche ISO si je veux, même si je ne vais pas aller jusqu'à la certification. Donc, rien voilà, ne dit que nous devons avoir la certification. Je peux tout simplement tirer profit de cette démarche pour me faciliter les activités et pour mieux m'organiser dans mon organisme, dans mon entreprise, sans faire appel à la certification. Donc la réponse, c'est oui, effectivement. Donc vous pouvez utiliser les normes ISO, voilà, sans faire appel à la certification. Ça permet donc d'avoir une meilleure maîtrise des risques et atteindre la conformité. Alors, en général, s'il vous plaît, toutes les décisions qui sont prises au niveau d'un système intégré, c'est des décisions qui vont être prises à la lumière du respect des exigences des trois volets. Donc, on fait évoluer la notion de la conformité. Au départ, la conformité, c'était juste la conformité aux besoins clients, la satisfaction client, la qualité produit, mais ça se fait au détriment, par exemple, de l'environnement, au détriment de la santé et la sécurité. Mais aujourd'hui, donc, on va prendre les bonnes décisions de telle sorte que tous les objectifs qualité, sécurité, environnement soient respectés. Par exemple, l'achat d'un nouveau équipement. Normalement, on fait sélectionner les équipements selon donc le coût, selon le niveau de qualité offert par le fournisseur, par exemple, selon la facilité de la maintenance de cet équipement-là et de sa réparation. Mais maintenant, on va acheter un équipement en se basant sur les critères qualité, mais aussi on va rajouter sa consommation énergétique. Est-ce qu'il va, par exemple, émettre du bruit? Est-ce qu'il va représenter des dangers sécurité et santé pour les travailleurs? Est-ce qu'il y a des déchets solides ou bien des rejets liquides qui va générer? Est-ce qu'on va utiliser? Donc, vous avez une approche qui est intégrée pour toutes les décisions de l'organisme. Alors, lors de l'élaboration de la politique qualité, peut-on intégrer les objectifs liés à l'environnement, à la santé et la sécurité au travail dans le cadre de la structure HLS? Alors, pour élaborer la qualité, on a bien sûr le choix d'avoir, par exemple, trois politiques pour les trois systèmes, politique qualité, politique sécurité, politique environnement, comme nous pouvons avoir une politique intégrée QSE
qui contient tous les objectifs. Et on a aussi le choix, par exemple, je vais, par exemple, imaginer que notre organisme, il n'est pas vraiment un organisme qui pollue l'environnement. On n'a que des déchets, par exemple, banals, du papier et tout. Euh, on n'a pas intérêt non plus à mettre en place un système santé et sécurité. Donc, on a juste la qualité. Mais dans notre politique qualité, on peut intégrer quelques objectifs environnementaux, quelques objectifs santé et sécurité, voilà, pour garantir ces trois exigences ou bien ces trois obligations dans le cadre où la qualité elle-même, il y a une exigence au niveau du chapitre 7, ressources, qui parle de la fourniture, du bon environnement et de toutes les conditions, par exemple, internes, qui permettent d'augmenter le niveau de qualité. Alors, ça s'inscrit dans ça. Donc, si j'intègre des objectifs environnementaux, des objectifs santé et sécurité dans la politique qualité, c'est une façon aussi de dire que nous fournissons toutes les conditions de base et toutes toutes les infrastructures qui nous permettent d'atteindre un certain niveau de qualité acceptable et conforme aux exigences. Alors la réponse, oui. Donc nous pouvons bien intégrer des objectifs santé et sécurité, des objectifs environnement dans la politique qualité, comme nous pouvons aussi avoir des politiques distinctes et comme nous pouvons avoir une politique QSE générale pour les trois systèmes. Rien ne nous empêche puisque la High Level Structure, voilà, il met l'accent, il souligne la possibilité d'intégrer les systèmes autant que possible. Sinon, je passe maintenant à la structure HLS elle-même. Je vous en prie. Donc, je passe à la structure HLS. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la structure HLS, elle est, voilà, fondée autour du PDCA. Alors, elle est fondée autour du PDCA, ça veut dire que l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, elle a pris le circuit ISO, le socle d'amélioration continue qui est le PDCA, et elle a donc aligné avec les chapitres de la norme. Par exemple, je trouve les quatre phases Plan, Do, Check, Act dans cette image-là, associées au chapitre plutôt de la norme. Alors, il faut savoir déjà, s'il vous plaît, que les normes ISO, ils contiennent 10 chapitres. Alors, les trois premiers chapitres, ils ne contiennent pas des exigences. Donc, il n'y a pas d'exigences normatives. C'est des introductions et tout. Et c'est à partir du chapitre 4 qu'on va commencer réellement, voilà, à parler des exigences. Et quand je dis exigence, c'est bien sûr une besoin ou bien une attente, un besoin ou bien une attente que nous devons respecter dans le cadre d'un engagement à avoir, par exemple, la certification. Bien que la démarche elle est volontaire, mais dès que je prends la décision et que je me lance dans une démarche de certification, alors je dois respecter toutes les exigences de la norme. Et quand je dis une exigence, ça représente également une étape de mise en place. Alors, quand je fais par exemple la lecture du chapitre 4, contexte de l'organisme, de l'organisation. Donc, il y a les informations qui sont dedans, ou bien plutôt les exigences qui sont dedans. Ce sont aussi les étapes de mise en place du système. Parce que c'est une question qui me revient et que se pose. Euh, donc, il y a des gens qui posent la question, mais quelles sont les étapes de mise en place de ce système? Alors, tout simplement et naturellement, les étapes, elles sont représentées sous forme d'exigences. Alors, le cycle PDCA, c'est planifier, réaliser, évaluer ce que vous avez réalisé et améliorer puis rester toujours dans ce circuit fermé. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue qui ne se terminera pas tant que vous souhaitiez garder votre certification. Donc, il faut savoir que lorsque je suis certifié, mon organisme est certifié ISO, ça ne veut pas dire que je vais garder la certification, voilà, comme ça gratuitement. Je ne dis pas gratuitement en termes d'argent, mais sans rester au même niveau de conformité. Donc, si je redescends en arrière
Si je reviens vers les mauvaises pratiques et j'ai beaucoup de non-conformité, je risque, bien sûr, de perdre ma certification. Alors, c'est une démarche qui est continue, qui commence par une certification, certes, mais qu'il faut maintenir donc la certification à travers des audits de surveillance et des audits de renouvellement. Donc, chaque 3 ans, il faut renouveler votre certificat ISO à travers un audit tierce partie de renouvellement qui se fait par un organisme voilà, d'audit externe spécialisé. Donc, sinon, le circuit PDCA, c'est le circuit d'amélioration continue, c'est la roue de Deming. Et puis, vous avez les étapes, chaque étape de ce circuit, il est associé à un nombre de chapitres de la norme. Le, le- L'étape plane, donc ça commence par l'analyse du contexte de l'organisme. Alors, quand je dis analyser le contexte de l'organisme, c'est une sorte d'initiation et de préparation à la planification. Vous vous rappelez du principe prise de décision fondée sur des preuves. Alors, pour arriver à la planification proprement dite, ça veut dire le chapitre 6 planification, il faut bâtir ce plan d'action ou bien il faut élaborer ce plan d'action en se basant sur des preuves réelles et tangibles. Alors, je vais faire d'abord un premier diagnostic. Alors, dans cette logique-là, la norme, il m'impose une analyse du contexte de l'organisation, un diagnostic de l'organisme qui me permet de connaître quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses opportunités externes à saisir, quelles sont ses menaces externes. Et puis, tout ça, il va être par la suite formalisé sous forme d'action dans le plan d'action. Ça veut dire comment voilà, faire face aux menaces externes, quelles sont les actions à mettre en place pour renforcer les faiblesses, quelles sont les actions à mettre en place pour saisir les opportunités. Donc, vous voyez, il y a d'abord une collection de données. On va collecter les données qui nous permettront d'élaborer par la suite un plan d'action. Et puis, dans le contexte de l'organisme, il y a aussi les besoins et les attentes des parties intéressées. Donc, la norme, il nous demande de définir les parties intéressées, d'évaluer ces parties intéressées pour connaître celles qui sont significatives, et puis de comprendre leurs besoins et leurs attentes et de les transformer en actions pratiques. Comment je vais répondre à ce besoin client? Qu'est-ce que je dois suivre concrètement comme étape? Et ainsi de suite. Donc, le contexte de l'organisme, c'est la compréhension de votre organisme. Et quand je parle du contexte de l'organisme, si vous êtes dans la démarche qualité, alors c'est les enjeux internes et externes en matière de la qualité et les parties intéressées pertinentes pour la qualité. Mais c'est pareil quand je parle de la santé et la sécurité, donc il s'agit force, faiblesse et ainsi de suite pour la santé et la sécurité. Et pareil aussi pour l'environnement, toujours l'effet miroir. Oui, donc on peut utiliser bien sûr la méthode PESTEL, la méthode SWOT. Alors, c'est bien parce que vous m'avez rappelé un point important. Les normes ISO, ce sont des normes orientées vers les résultats. Ça veut dire on ne nous oblige pas à suivre certaines méthodes ou bien à utiliser certains outils. Euh, Quand je dis par exemple l'analyse des enjeux, vous pouvez utiliser le SWOT, vous pouvez utiliser le PESTEL, vous pouvez utiliser n'importe quelle démarche. L'essentiel, c'est que vers la fin, au moment des audits internes ou bien externes, on a une définition des enjeux. Alors, comment vous allez en arriver? C'est le choix de l'organisme. Et bien sûr, les méthodes les plus utilisées et les plus simples d'ailleurs, c'est le SWOT et c'est le PESTEL. Alors, une fois je connais les enjeux internes et externes, je connais les parties intéressées, dans le cadre d'un système intégré, c'est pour la qualité, la sécurité et l'environnement, je définis le domaine d'application. Alors, le domaine d'application, ça veut dire je décide, à la lumière de ces enjeux, à la lumière des besoins et des attentes des parties intéressées, c'est quoi le périmètre de la certification ou bien le périmètre d'abord dans lequel je vais mettre en place le système de management en question.
Voilà, donc la méthode, que ce soit le PESTEL ou bien le SWOT, donc c'est pratique pour carrément tous les systèmes de management, d'accord? Donc c'est pratique, il faut juste la réadapter selon le contexte en question. Donc je trouve que déjà le PESTEL, donc ça me permet de connaître, de catégoriser, pardon, les enjeux selon est-ce que c'est politique, est-ce que c'est technologique, est-ce que c'est... Donc déjà, c'est beaucoup plus adapté à la qualité si vous voulez, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas l'utiliser pour les autres contextes aussi. Le SWOT, par contre, c'est pour catégoriser les enjeux. Est-ce que c'est des enjeux internes, des enjeux externes, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est pratiquement utilisable les deux pour tous les trois systèmes, comme nous pouvons avoir, par exemple, un seul SWOT dans lequel, ou bien une seule analyse PESTEL dans lesquelles on a les trois types d'enjeux. Ça veut dire pas la peine, par exemple, d'avoir trois analyses. Une seule analyse dans le cadre d'un système intégré dans laquelle je fais euh, la liste des enjeux internes et externes, que ce soit qualité, environnement, sécurité. Alors, une fois je fais cette analyse-là et une fois j'identifie les parties intéressées pertinentes pour les trois systèmes avec leurs besoins et leurs attentes, je définis le périmètre d'application ou bien le domaine d'application. Alors, l'effet miroir, qu'est-ce que l'effet miroir? L'effet miroir, c'est comme si, par exemple, uniquement, je fais, si vous voulez, reproduire le même système, les mêmes étapes, mais je change la vision. Ça veut dire, par exemple, si je prends le contexte de l'organisme, ce que je viens de dire, c'est qu'il faut faire l'analyse des enjeux internes et externes, l'analyse des besoins des parties intéressées pour la qualité. L'effet miroir, c'est que je vais faire les mêmes étapes, mais cette fois-ci pour l'environnement pour avoir un système intégré qualité-environnement. Ici, je vais avancer vers un système qualité-environnement, sécurité. Je fais exactement les mêmes étapes, ça veut dire l'analyse des enjeux, des parties intéressées, mais cette fois-ci pour la santé et la sécurité. Si vous voulez aussi intégrer l'énergie notamment, alors je fais la même chose. C'est pourquoi on l'appelle l'effet miroir. C'est comme si vous avez les mêmes étapes, on reproduit les mêmes étapes, mais pour différents points de vue, différentes disciplines. Alors, comment les deux étapes du chapitre 4, à savoir l'identification des forces et faiblesses, ainsi que l'identification des parties intéressées, contribuent-elles à définir de manière détaillée le périmètre d'application? Alors là, c'est une bonne question, parce que la norme, il nous dit que la définition du domaine d'application, obligatoirement, et ça c'est une exigence, obligatoirement, il doit être associé aux enjeux. Donc, je ne définis pas uniquement le domaine d'application aléatoirement, mais je dois faire ça à la lumière des enjeux. Comment ça? Alors, imaginons que nous avons un organisme qui fait, par exemple, trois activités différentes. On a trois produits, produit X1, X2, X3. Alors, pour le produit X1, c'est un produit, par exemple, destiné à être commercialisé au Maroc. Au Maroc notamment, on n'a pas beaucoup de pression, donc on est par exemple, on a une bonne part dans le marché, on n'a pas de contraintes. Pour le produit X2 par contre, on a des enjeux externes parce qu'on va faire de l'export par exemple vers l'Europe ou autre. Alors on a des clients qui demandent comme partie intéressée, donc le client exige notamment la qualité comme certification ou bien exige l'environnement, alors là, on a des enjeux. On a des enjeux voilà, qui nous poussent et qui nous obligent à être certifiés. Alors, si j'ai, par exemple, l'organisme n'a pas d'intérêt à certifier en global, ça veut dire avoir une certification globale pour son système de management de la qualité, l'environnement, ou bien la santé et la sécurité, il a le droit, à la lumière de ces enjeux, de choisir uniquement les activités et les processus responsables de la production du produit X2, parce que c'est là où on a des enjeux qui nous poussent à être certifiés. Ça peut être, par exemple, des enjeux réglementaires, ça peut être des besoins, comme j'ai dit, de parties intéressées pertinentes comme le client, ça peut être donc les enjeux, ils nous définissent, ils nous aident à définir là où la certification, là où le système aura
plus d'intérêt. Et par la suite, je peux vers la fin décider tout simplement de faire une certification globale aussi. Mais déjà, avant de prendre la décision, il faut la prendre à la lumière, voilà, des enjeux internes et externes et des besoins des parties intéressées. Parce que le choix, il doit être toujours basé sur des preuves, ça veut dire sur des données réelles et tangibles. Donc, je fais l'analyse des enjeux, je fais l'analyse des besoins des différentes parties intéressées, et puis à la lumière de ça, je vais choisir le domaine d'application. Soit il va être global, une certification globale, soit il va être partiel, mais si c'est partiel, il faut justifier le choix et justifier pourquoi, par exemple, on a exclu quelques activités parce qu'il n'y a pas assez d'enjeux, parce qu'on n'a pas d'intérêt à certifier pour le moment ces parties-là. En tout cas, c'est dans cette lumière-là et on va définir un domaine d'application qui va être conforme aux exigences. Alors déjà, le PDCA, on n'a pas le choix. Donc le PDCA, on l'applique parce que c'est déjà la structure de la norme qui est fondée sur le PDCA, donc pour les trois systèmes. Alors, est-ce qu'une seule analyse est suffisante, PESTEL ou SWOT, pour les trois systèmes en même temps? Alors là, ça va dépendre de votre organisme à vous. Ça veut dire, par exemple, la taille de l'organisation, la complexité de ses activités, l'importance de ses enjeux. Alors, on peut avoir une seule analyse SWOT, une seule analyse PESTEL, par exemple, pour les trois systèmes, si c'est suffisant. Mais au cas où les activités sont complexes, les enjeux sont importants, l'organisme est vaste, par exemple, il a plusieurs sites, alors là, on peut faire une analyse indépendante pour chaque système de management. Alors, la norme ne nous donne pas des exigences là-dessus, mais quand même, il nous dit qu'il faut adapter ça à votre situation et voir et décidez-vous comment voilà, vous pouvez appliquer ces exigences-là. Alors sinon, après la définition du domaine d'application, il faut définir les processus de l'organisme, voilà, définir les processus, leurs éléments d'entrée, éléments de sortie, la cartographie. Alors monter votre approche processus et à partir de là, on peut passer au chapitre 5, leadership. Alors pourquoi est-ce que le leadership est avant la planification? Je vous en prie. Pourquoi est-ce que le leadership est avant la planification? Parce que nous devons d'abord avoir un engagement de la direction. Donc, le système de management, il va nécessiter une surveillance, une supervision, une définition des rôles, des responsabilités, des autorités. Il va nécessiter des ressources, bien sûr, humaines, financières, voilà, techniques. On va définir une politique et c'est pourquoi donc le leadership se positionne avant la planification. Alors, une fois j'ai rédigé la politique, qualité ou bien sécurité ou bien environnement, et la direction a défini les rôles, les responsabilités, les autorités, il a défini ses engagements vis-à-vis du système. Maintenant, on va planifier notre système de management, ça veut dire élaborer un plan d'action qui va nous permettre de se conformer à tout ça, de répondre à toutes ces exigences-là. Il faut connaître les responsabilités, bien évidemment, parce qu'avant de commencer, il faut d'abord connaître qui va faire quoi. Par exemple, qui est le responsable qualité, c'est quoi l'équipe d'audit, le directeur du programme d'audit, qui va prendre en compte notamment la partie communication, qui va prendre en compte la maîtrise opérationnelle. Je dis n'importe quoi. Donc, en tout cas, on a l'actualisation des fiches de poste, la rédaction, par exemple, de lettres de mission pour que tout le monde soit au courant de ses limites de responsabilité, de ses limites de contribution dans le système de management, que ce soit dans la mise en place, dans l'évaluation, mais aussi dans l'amélioration continue. Alors, la fiche de fonction, ou bien la fiche de poste, c'est un moyen parmi les moyens qui nous permettront de définir
ou bien voilà, de définir les engagements, pardon, les responsabilités de chacun. Il y a aussi la matrice, par exemple, de compétences ou bien la matrice, voilà, de description de fonction. Toujours, quand on parle de l'outil, on peut utiliser n'importe quel outil qui nous permet de répondre à l'exigence, parce que la norme il nous donne uniquement l'exigence, et c'est à nous d'interpréter pratiquement comment on va répondre à cette exigence. D'accord? Sinon, la planification, donc on élabore un plan d'action pour faire face aux enjeux internes et externes pour voilà, satisfaire et surveiller surtout les parties intéressées. Donc, un plan d'action tout simplement qui va nous permettre d'atteindre les objectifs de notre politique, soit la politique qualité, la politique sécurité ou bien la politique environnement. Alors, la différence entre autorité et responsabilité. Quand on parle d'autorité, automatiquement, il y a une délégation du pouvoir. Par exemple, la direction, il prend les décisions. D'accord? Donc, il a l'autorité de prendre des décisions. Le responsable, bien le manager, notamment qualité, il dispose d'une autorité déléguée par la direction à prendre des décisions pour les différentes situations en relation avec la qualité. Donc, j'ai l'autorité d'intervenir, j'ai l'autorité de prendre des décisions. Quand on parle de responsabilité, c'est responsabiliser une personne à réaliser un ensemble de tâches, un ensemble voilà, d'activités. Donc, il est responsable soit d'un processus, par exemple, la responsabilité, c'est un pilote de processus notamment, c'est un responsable technique, mais quand je parle de l'autorité, c'est que on a une partie déléguée euh, au niveau, pas juste opérationnel, mais aussi au niveau management et pilotage à prendre des décisions. D'accord? Donc, comme ça, par exemple, quand je parle de l'autorité, c'est tout ce qu'on va trouver au niveau de l'hiérarchie de l'organisme, au niveau, par exemple, d'un organigramme et ainsi de suite. Mais quand je parle de responsabilité, c'est surtout les responsabilités de chacun sur une fiche de poste ou bien de fonction, sur une lettre de mission, par exemple. Je vous en prie, où on trouve l'organigramme dans la partie système. Généralement, l'organigramme, on le met dans voilà, le sommet de la documentation qui est le manuel qualité. Donc, si je prends notamment le manuel qualité, je trouve l'organigramme de l'organisme, hein, comment l'hiérarchie est définie au niveau de l'organisme, mais il n'y a pas, toujours lorsque je parle d'outils, il n'y a pas de règle générale. Donc, l'essentiel, c'est que vous avez une définition claire des missions, des responsabilités des autorités. D'accord? Même le manuel qualité, ce n'est pas une exigence. Donc, le manuel, c'est un moyen, tout simplement, d'organisation, c'est un guide interne. Bien que ce n'est pas une exigence, on le trouve dans les organismes, on le trouve dans les entreprises, et c'est dans ce manuel qu'on trouve notamment l'organigramme, la cartographie et les autres documents comme les fiches des processus ou bien les cartes d'identité des processus. D'accord? Alors, on fait de la planification, on élabore notre plan d'action. Maintenant, avant de passer à la réalisation, il faut fournir les ressources et les moyens nécessaires pour mettre en place ce système. Voilà, je vous en prie, monsieur. Moi aussi, donc ça me fait plaisir. Donc sinon, avant de passer à la réalisation, on a la fourniture des moyens de support. Parce que ce plan d'action qu'on va mettre en place, il va nécessiter quand même des moyens qui lui permettent d'être appliqué, quoi. Je vous donne un exemple. J'ai besoin d'un budget, par exemple, s'il y a des actions de nature de réaliser des acquisitions, des achats d'équipements ou bien des recrutements. Alors, on a besoin d'un budget, on a besoin par exemple, de compétences, on a besoin d'infrastructures de base, notamment si je suis dans le cadre d'une démarche santé-sécurité, alors j'ai besoin d'une communication interne et externe, j'ai besoin aussi euh, de formation interne, de sensibilisation. Alors on a des moyens, ce qu'on appelle les moyens de support qui vont aider.
et faciliter la mise en place du plan d'action et surtout garantir la maîtrise opérationnelle par la suite. D'accord? Donc, quand je parle de support, toujours les personnes pensent directement aux ressources. Ça veut dire les ressources humaines, financières, et ainsi de suite. Donc, on pense aux ressources. Mais les actions de support, c'est plus que ça. C'est les ressources, mais c'est aussi les compétences, c'est la communication, la sensibilisation et les informations documentées qui sont bien sûr nécessaires également pour maîtriser le système. Et on trouve tout ce qui est aussi moyens de surveillance, de mesurage pour la partie notamment qualité et pour les organismes qui sont concernés par la métrologie qualité. Donc, il y a cette partie-là aussi. En tout cas, les moyens de support, ce sont les processus, ou bien plutôt, pardon, les activités et les actions qui permettent de fournir les bonnes conditions pour que le plan d'action qualité, sécurité et environnement soit inséré dans la partie opérationnelle d'une façon réussite sans avoir des ruptures ou bien de manque de ressources. D'accord? Alors, le chapitre 7, moi, quand même, je le considère comme un chapitre entre les deux phases plan et do. Pourquoi? Parce que la norme, il nous dit qu'il faut planifier et fournir. Donc, on planifie d'abord les ressources. Il faut faire une étude de ressources avant de passer euh, à la fourniture de ces ressources. Euh, Notamment, on fait des études de budget, on fait par exemple un diagnostic interne sur les compétences. Est-ce qu'on a les compétences suffisantes en matière de la santé et la sécurité? Les personnes, par exemple, qui travaillent sous un risque électrique, est-ce qu'ils sont habilités? Est-ce qu'on a fait des formations? Est-ce qu'on est conforme à la réglementation? Est-ce qu'on a des personnes qui sont formées à l'environnement, au tri sélectif et tout? Donc, on fait d'abord une estimation, si vous voulez, des ressources et des moyens de support avant de passer à la réalisation. Donc, je peux dire que le chapitre 7, c'est à la fois un chapitre de planification et aussi un chapitre de réalisation. Alors, sinon, lorsque je parle des moyens de support, je parle surtout des processus de support. Donc, vous savez que une cartographie des processus, c'est trois niveaux. Donc, on a le niveau euh, management et pilotage, les processus de pilotage, ceux qui permettent de faire la planification, l'élaboration de la politique. Donc, c'est les processus de management et c'est généralement lié au top management. Au milieu, nous avons les processus opérationnels, donc ceux qui réalisent effectivement, soit on est par exemple dans la production, alors c'est tous les processus d'achat, d'acquisition de la matière, de la production, de la transformation jusqu'à la livraison, soit c'est les processus en relation avec le service, voilà la réalisation du service. Donc on parle des processus de réalisation, ça veut dire la raison d'être, c'est les processus qui réalisent la mission principale de cet organisme en question. Et puis, vous avez les processus de support, ceux qui fournissent les ressources humaines, par exemple, processus ressources humaines, communication, voilà, donc les processus, en tout cas, l'HSE, hygiène, euh, sécurité, environnement, alors qu'ils fournissent les bonnes conditions euh, pour que les autres processus fonctionnent comme il faut. Alors, lorsque je passe, pardon, à la phase réalisation, c'est le chapitre 8, réalisation des activités opérationnelles. Alors, excusez-moi, ça c'est le circuit PDCA, c'est un petit peu ancien. Le chapitre 8 aujourd'hui, c'est la réalisation des activités opérationnelles. Ça veut dire, il y a deux choses, s'il vous plaît. La réalisation au sens de l'ISO, c'est bien sûr réaliser ce qui a été planifié. Ça veut dire insérer les nouvelles actions dans les processus opérationnels de l'organisme, mais il y a aussi la réalisation en général, la maîtrise opérationnelle de ce que vous faites, de votre métier. Donc le chapitre réalisation, il ne traite pas uniquement la mise en place et l'insertion d'un plan d'action, mais il traite également, voilà, la maîtrise des opérations, la maîtrise opérationnelle de vos activités. Par exemple, la maîtrise, voilà, interne des procédés de fabrication de votre produit. Ça veut dire aussi, par exemple,
je dirais la maîtrise des fournisseurs, euh, des prestataires de services, des processus externalisés, la maîtrise des activités après-vente, et ainsi de suite. Donc, vous avez euh, la maîtrise de ce que nous faisons avant de passer à l'insertion de notre nouveau plan d'action qui décline, voilà, de l'ISO, quoi. Donc, vous avez le fonctionnement et la maîtrise opérationnelle. Et bien sûr, tout ce qui a été mis en place doit être évalué. Donc, on parle de l'évaluation des performances. Alors, j'ai oublié de vous dire, ça c'est en général l'explication, mais si vous voulez, par exemple, pour l'environnement, la phase planification, il va répondre à tout ça. Donc, planifier les objectifs environnementaux, planifier en général des actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités et tout ça. Mais c'est au niveau de la phase planification qu'on va aussi mener, puisqu'on parle d'un système intégré, on va mener une évaluation environnementale. Parce que je ne peux pas parler d'un plan d'action environnement sans parler des aspects et des impacts environnementaux. D'accord? Donc, c'est pas logique. Un plan d'action environnement qui ne prend pas en compte les aspects et les impacts de l'organisme. Alors, dans un système intégré, au niveau de la phase planification, il faut passer par une évaluation des impacts et des aspects environnementaux. Il faut passer par la définition des situations d'urgence environnementale. Il faut passer euh, par exemple, pour se conformer à la réglementation, une procédure de veille réglementaire environnementale, l'analyse de cycle de vie, alors des exigences qui déclinent cette fois-ci de la question de l'environnement. Pareil pour la santé et la sécurité, je ne peux pas parler d'un système, d'un plan d'action d'un système santé et sécurité sans faire déjà l'analyse des dangers santé et sécurité au travail, une évaluation des dangers et des situations d'urgence aussi, santé et sécurité au travail. Donc, il y a des points particuliers pour les trois normes. Sinon, l'évaluation des performances, alors, c'est tout simplement l'évaluation de ce que nous avons mis en place. Ça commence par la surveillance, le mesurage et le suivi. Bien évidemment, lorsque je définis les processus dès le point 4.4, pour chaque processus, je définis des indicateurs de maîtrise et de suivi comme vous avez dit, les KPI, donc qui permettent de suivre l'efficacité de ce processus. Alors, pourquoi je les définis? Parce que à la phase réalisation, je déclenche le suivi de l'efficacité des actions, de l'efficacité ou bien de la conformité, de la performance des processus. Alors, dès la phase réalisation, je déclenche les activités de suivi de l'efficacité et tout. Et vers le chapitre 9, évaluation, c'est le moment pour collecter toutes ces données, de les analyser et puis de décider à quel point vraiment on est en train d'atteindre les objectifs de la politique, à quel point nos processus sont maîtrisés et à quel point notre plan d'action est efficace. D'accord? Donc, la première activité d'évaluation, soit pour la sécurité, soit pour l'environnement, soit pour la qualité, c'est l'analyse des données, par exemple des indicateurs, le tableau de bord qualité et tout. Deuxièmement, vous avez l'audit interne qualité. Bien sûr, vous êtes amené à faire des audits internes systématiquement, planifiés, méthodiques, documentés, chose qui vous permet d'évaluer la performance globale de votre système de management. Intégré ou pas, c'est la même chose. Donc, on fait des audits internes pour nous assurer de l'efficacité de notre système et de sa conformité. Et puis, le troisième point d'évaluation, c'est la revue de direction, parce que dans la revue de direction, la direction doit passer en revue. Et déjà, ça fait part des engagements de la direction. Le point 5.1, ça fait part des engagements de la direction de faire des suivis, de la surveillance, voilà, de l'efficacité du système de management et son niveau de performance. Alors, on va passer en revue le système. Ça veut dire qu'on va faire une réunion
présidée par la direction, pendant laquelle on va décider et au départ analyser les résultats de l'évaluation et puis prendre de nouvelles décisions d'amélioration. Donc, ça nous ramène directement au chapitre 10. Donc, prendre de nouvelles décisions d'amélioration, les actions correctives, les actions, bien sûr, face aux non-conformités, face, voilà, à toute déviation du système. Donc, on fait de l'amélioration à travers la correction des non-conformités et à travers les nouvelles décisions fondées sur des preuves qu'on va choisir euh, grâce au livrable ou bien au résultat de la phase évaluation. Et directement, quand je définis des actions d'amélioration, ça veut dire que je recommence le cycle PDCA, je revois les enjeux parce qu'ils peuvent changer. Donc, mon organisme, il est dynamique, le milieu interne de l'organisme, il est dynamique, on évolue dans le temps, l'organisme, il évolue, le contexte externe aussi, il évolue. Donc, automatiquement, la norme on nous dit qu'il faut revoir d'une façon continue les éléments de notre système. J'actualise par exemple les enjeux, les parties intéressées, je revois la politique qualité, donc on peut élaborer par exemple une nouvelle politique, je replanifie le système en intégrant les actions d'amélioration et je reste dans ce circuit fermé comme ça, voilà, tout au long de la durée de vie de mon organisme. Alors, c'est ça en général. Le PDCA, la structure HLS, bien sûr, il y a beaucoup de détails à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres exigences, il y a beaucoup de choses. Mais déjà, en gros, c'est ça la démarche des normes ISO. Alors, les étapes, en tout cas, de mise en place d'un système intégré, c'est ce que je viens de vous dire, parce que les exigences, ce sont les étapes en fin de compte. Donc, quand je parle des étapes de mise en place d'un système intégré, ça commence par la planification. Donc, je planifie le système. Merci à vous. Donc, sinon, lorsque je parle des étapes de mise en place d'un système intégré, ça commence par la phase planification. Je fais un diagnostic qui me permet de définir mon domaine d'application. Le domaine d'application, je le prépare par la définition de processus. J'instaure une organisation interne sous forme de processus. Puis, j'obtiens l'engagement de la direction. Et lorsque j'obtiens l'engagement de la direction, je planifie le système, j'élabore le plan d'action et je planifie les moyens de support qui me permettent de réussir la mise en place du plan d'action. Vous voyez, donc c'est toute une suite logique et chaque étape de la norme, normalement, il doit nous livrer à l'étape suivante. Alors, s'il vous plaît, juste parce qu'on parle d'un système qui est intégré, ça veut dire on a normalement deux possibilités. Soit, ou bien je peux dire trois possibilités. Soit j'ai déjà un système qualité existant, et ça c'est un cas courant, parce que quand même la qualité c'est la base, surtout pour l'approche processus. Donc c'est la qualité vraiment qui permet de mettre en place une démarche approche processus bien maîtrisée et tout. Alors, soit j'ai déjà un système qualité mis en place et je décide par la suite d'intégrer l'environnement, la santé et la sécurité, alors il s'agit d'élargir le système qualité. Je vais faire un élargissement du système qualité et je ne crée pas un deuxième et un troisième système, mais c'est le même système qui va être élargi, notamment au lieu d'avoir uniquement des enjeux qualité, alors cette fois-ci, je vais avoir des enjeux sécurité, des enjeux environnement, sans oublier d'insérer les exigences particulièrement liées aux deux normes, deux nouvelles normes. Parce que, par exemple, dans la qualité, on n'a pas fait l'analyse et l'évaluation des impacts environnementaux, on n'a pas fait l'analyse et l'évaluation des dangers santé-sécurité. Donc, il y a quand même des nouveautés qu'on doit insérer. Mais l'essentiel, dans le premier cas, j'ai le système qualité, je fais un élargissement du système qualité pour que les deux autres systèmes soient
intégrer dedans et insérer dedans. D'accord? Sinon, j'ai le deuxième cas, un organisme notamment qui va mettre en place toute la démarche simultanément. Ça veut dire, je mets en place le système qualité en même temps que l'environnement, en même temps que la santé et la sécurité. Alors, il suffit tout simplement de suivre ces étapes-là de la même façon, mais cette fois-ci, j'ai les trois systèmes devant moi. Je mets en place pour les exigences communes, alors c'est la même réflexion, et je fais attention aux points particuliers pour chacune des normes tout simplement. Le troisième cas, c'est pour, par exemple, le cadre, ou bien c'est pour les organismes qui sont beaucoup plus intéressés par la question notamment de l'environnement, ou bien de la santé et la sécurité. Par exemple, un organisme de nettoyage et de désinfection, on a beaucoup de contraintes en relation avec l'environnement. Donc, on met en place un système ISO 14001 et c'est avec le temps que nous avons décidé de mettre en place un système qualité. Le sens inverse, alors, il est aussi valable. Donc, j'ai le système environnement. Cette fois-ci, je ne vais pas élargir le système environnement parce que l'environnement, quand même, c'est une composante du système, mais je vais compléter le système environnement pour devenir un système qualité, si vous voulez. D'accord? Parce que quand je parle, surtout dans le point, au niveau du point 4.4, la définition des processus, pour l'environnement, on ne vous demande pas, et pour la santé et la sécurité, on ne vous demande pas vraiment de faire une approche processus complète. Il s'agit de créer les processus qui permettent de gérer en tout cas les aspects environnementaux, les dangers santé et sécurité. On reste dans cette limite-là. Mais quand je parle de la qualité, quand je parle de l'approche processus dans la démarche qualité, c'est globalement la définition des processus qualité pour tout le domaine d'application. Donc, il s'agit pour le cas de la qualité vers les autres systèmes, il s'agit d'élargir le système. Pour le sens inverse, il s'agit de compléter le système pour en arriver finalement à un système de management intégré. Est-ce que c'est une obligation d'avoir une certification ISO 9001 avant d'avoir la 14001 ou bien on peut avoir seulement l'ISO à la certification 14001 directement? Donc, il n'y a pas d'obligation au niveau voilà, ça veut dire je dois avoir la qualité tout d'abord et puis l'environnement. Non, donc il n'y a pas ça, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Ça va dépendre vraiment du besoin de l'organisme et de ses propres contraintes. Mais si je sais déjà, par exemple, on a un organisme, on sait déjà que finalement, on va arriver à la mise en place des trois systèmes. Ça veut dire, je sais que on est dans une démarche de système intégré. Je sais que je vais mettre en place la qualité, la sécurité, l'environnement. Alors, dans ce cas, il vaut mieux commencer par la qualité. C'est pas une obligation, mais c'est question uniquement de préparation de terrain. La 9001, il ne prépare vraiment le terrain. Il nous facilite par la suite l'intégration des deux autres systèmes, mais on a le choix. Donc, vous pouvez, selon le secteur d'activité, commencer par le système de management qui vous intéresse le plus à un moment donné. Est-ce qu'il y a un audit externe si l'entreprise s'adapte au système QSE ou juste interne? Bien sûr qu'il y a un audit externe. Si je vise la certification, ça veut dire que je dois euh, contacter un organisme externe, tierce partie, indépendant, pour ne pas avoir un conflit d'intérêts, pour faire des audits externes. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Par exemple, on est sur une démarche de certification qualité. D'accord? Je mets en place le système et puis je contacte un organisme externe de certification. Par exemple, au Maroc, on a plein, en tout cas, on a l'Imanor notamment, on a le Bureau Veritas, SGS. Donc, il y a beaucoup il y a quand même un certain nombre d'organismes externes qui font de la certification ISO. Ça veut dire que ils sont autorisés à délivrer des certificats ISO. D'accord? Alors, je contacte cet organisme-là. Je contacte par exemple plusieurs organismes, j'obtiens les devis, je fais une comparaison et puis je vais choisir
l'organisme qui me convient, tout simplement, et je fais une demande de certification. Eux, ils ne vont pas participer à la mise en place, bien sûr, mais ils vont venir, ils vont nous définir euh, un planning d'audit. Il y aura un premier audit, c'est l'audit initial. L'audit initial externe, c'est pour faire l'audit de la documentation du système et c'est pour faire l'audit par rapport aux exigences et puis prendre une décision de certification. Donc, il y a l'audit initial pour obtenir la première certification et puis, lorsque vous avez la certification, l'année, par exemple, j'ai obtenu la certification en 2020. En 2021, il y aura un deuxième audit. C'est l'audit, le premier audit de surveillance. Donc, ils vont me faire un nouveau audit pour voir est-ce que je garde toujours les bonnes pratiques. L'année à venir encore, je vais avoir un audit externe de surveillance. Donc, il y a l'audit initial pour avoir le certificat. Il y a le premier audit de surveillance la première année après certification. Il y a le deuxième audit de surveillance la deuxième année après la certification. Il y a la troisième année, ce qu'on appelle un audit de renouvellement. Ça veut dire carrément, votre certificat va être renouvelé. Et vous devez respecter ça si vous voulez garder votre certificat. Alors, les audits internes ils font partie des exigences, c'est de l'auto-audit, mais il y a les audits externes relatifs à la certification. SMI, oui, système intégré, SMI. Mais SMI, système intégré, il faut compléter parce qu'on peut parler d'un système intégré qualité environnement seulement, qualité sécurité, qualité environnement sécurité, qualité environnement énergie. Donc le SMI, ça va dépendre du nombre des éléments à intégrer. Mais tout d'abord, il faut réaliser un audit à blanc avant la date de l'audit officiel, je pense. Oui, mais l'audit à blanc, c'est pas une exigence. L'audit à blanc, c'est juste une préparation, si vous voulez. Ce qui est exigé au niveau de la norme, c'est l'audit, voilà, l'audit interne. Et puis, vous avez les audits externes de certification, de renouvellement, de surveillance. L'audit à blanc, c'est une préparation, effectivement, pour nous assurer que notre système est conforme et pour nous donner aussi du temps pour corriger les non-conformités afin de réussir l'audit de certification. C'est comme un examen, c'est comme le baccalauréat. Donc, on fait un examen pour simuler l'examen du baccalauréat, mais enfin, les notes ne sont pas considérées. Donc, c'est la même chose. On fait un audit à blanc. Il ne va pas affecter la décision de la certification, mais c'est une préparation. Non, alors là, je comprends votre question, monsieur. Donc, si l'entreprise ne veut pas être certifiée ISO, juste intégrer le système, il n'est pas obligé de faire des audits externes non plus. Vous pouvez faire appel, par exemple, à un consultant, vous pouvez faire appel à un organisme juste pour vous aider, mais vous n'êtes pas obligé de faire des audits externes. Les audits externes, c'est uniquement si vous souhaitez avoir la certification ISO vers la fin, parce que l'audit, c'est un examen qui va mesurer est-ce que votre système est conforme pour vous donner le certificat ou pas. D'accord? Mais si vous ne souhaitiez pas être certifié, bien sûr, vous n'êtes pas obligé à faire des audits externes. Alors sinon, je pense que voilà, donc je vais d'abord vous parler un petit peu de la partie planification avant de vous présenter. Alors, on a parlé, s'il vous plaît, de la planification. La planification, bien sûr, c'est le chapitre 6. Voilà. Et puis, le support, on a parlé il s'agit bien sûr de la documentation, les compétences, la sensibilisation et tout. Par la suite, il y a le chapitre 8, donc réalisation. Alors, le chapitre réalisation, en général, c'est un chapitre qui vous permet d'établir et de définir les méthodes de travail, les critères sur les produits, sur les services, sur les processus, réaliser les opérations concrètes.
Donc, en tout cas, je pense que je déjà expliqué ça. Le chapitre 8, notamment pour la qualité, il va vous imposer à définir les moyens de maîtrise opérationnelle de votre produit, de toutes les étapes de réalisation de votre produit, dès la conception jusqu'à la libération, ou bien de votre service aussi. Pour l'environnement, alors il s'agit de mettre en pratique euh, toutes les activités de contrôle, de suivi, de tout ce qui est impact, aspect environnemental. Et puis, vous avez, pour la santé et la sécurité, c'est passer tout simplement en action, par exemple, l'achat des EPI, les contrôles réglementaires, les formations SST, les exercices de situation d'urgence, l'enregistrement des accidents, des incidents. Alors, c'est passer tout simplement en pratique et surtout déclencher également les moyens de surveillance, de mesurage, de suivi de l'efficacité. L'évaluation, donc on a parlé de la surveillance, mesure, analyse et évaluation, l'audit interne et la gestion des non-conformités. Et finalement, l'amélioration, c'est identifier toutes les opportunités d'amélioration, détecter les faiblesses, détecter les sources de progrès aussi, les points sensibles, ça veut dire qu'ils risquent de dévier vers des non-conformités, donc il faut aussi les améliorer, mettre en œuvre les actions correctives, les actions préventives, traiter les non-conformités et promouvoir, en tout cas en général, l'amélioration continue pour optimiser en permanence le système global. Alors, je vais un petit peu, voilà, tirer profit de cet échange-là ou bien profiter de cet échange juste pour vous présenter notre formation système intégré QSE. Alors, je viens de vous donner en tout cas une vision globale sur le système. Et bien sûr, dedans, il y a beaucoup de, de détails. Donc, ça, c'est une formation qui est dédiée à tous les niveaux, donc débutants, intermédiaires jusqu'à les professionnels aussi. Une formation qui va être détaillée, qui vous permettra de comprendre quelles sont les exigences du système de management, soit la qualité, l'environnement, la 45001, et surtout à travers les études de cas et la consultation de documents qui nous permettront de mieux comprendre l'aspect pratique. La norme, donc, il est disponible à tout le monde. Les normes, ils sont disponibles à tout le monde. On peut comprendre théoriquement les exigences, mais pratiquement comment ça se passe, parfois c'est un enjeu, comment interpréter certaines situations particulières. En tout cas, notre formation, donc, elle est de longue durée, 2 heures par jour. Il va commencer au mois d'août. Il est certifié, donc vous avez 4 attestations, une pour la qualité, une pour l'environnement, une pour la santé et la sécurité. Et puis, vous avez une dernière euh, attestation globale de formation. Pour les intéressés, je peux vous partager par la suite le planning. Donc, pour le consulter, vous pouvez donc voir est-ce que ça vous intéresse ou pas. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Est-ce que vous avez encore des questions à me poser, s'il vous plaît? Alors pour le tarif, donc la formation QSE durant l'été, c'est 1000 dirhams. C'est 1000 dirhams pour la formation longue durée. Il y a les enregistrements vidéo pour ceux qui ne peuvent pas se présenter directement. Il y a des documents, les supports de cours. Donc il y a beaucoup d'avantages et je vois que une formation approfondie à 1000 dirhams, c'est déjà bien. Donc 100 dollars pour les non-marocains. Et sinon, voilà, donc je reste à votre disposition pour toute autre question avant de clôturer. Et pour les intéressés, je vous enverrai par la suite par mail et l'enregistrement de la présente séance et aussi le planning de la formation pour ceux qui souhaitent rejoindre le groupe du mois d'août. Alors pour la partie leadership, euh, c'est la responsabilité de la direction. La responsabilité de la direction, alors le point 5, ça commence par le 5.1, obtenir l'engagement de la direction. Ça veut dire la direction, elle doit être présente durant toutes les étapes de mise en place du système.
Il fait par exemple le suivi de la performance à travers un tableau de bord et les indicateurs. Donc les indicateurs, ils permettent de remonter l'information vers le niveau leadership. Et le leadership, il va prendre les décisions suite à l'analyse donc de ces de ces données-là ou bien de ces indicateurs. Donc vous avez le point 5.1, c'est l'engagement de la direction, obtenir l'engagement total de la direction. Le point 5.2, c'est la politique, la rédaction de la politique qualité ou bien sécurité ou bien environnement ou bien QSE si c'est un système intégré. Ça fait partie aussi du leadership. Et puis, le point 5.3, c'est la définition des autorités, des missions, des responsabilités dans le système de management de la qualité ou bien de l'environnement ou bien de la santé et sécurité. Donc, le leadership, c'est tout simplement le chapitre qui va mettre l'accent sur la responsabilité de la direction et l'engagement de la direction. D'accord? Alors, moi aussi, je vous remercie énormément. C'était un échange enrichissant. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et voilà, donc, merci à vous. Très bonne soirée. Alors, l'attestation de participation, s'il vous plaît, vous pouvez me contacter par la suite. Je vous écris mon mail ici, le mail de Ambetus Engineering. Et vous pouvez m'écrire pour savoir, parce que je n'ai pas accès à vos mails, moi. Vous pouvez m'écrire et puis pourquoi pas? Donc, on peut faire des attestations de participation.